Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une approche différente de la liberté financière. On laisse de côté les gains rapides, les stratégies compliquées. On va plutôt regarder du côté de la patience, de la constance et de cette force un peu silencieuse du temps qui passe. C'est une perspective presque intime. On se base sur un texte assez unique intitulé Thèse. Le style est très particulier, calme, introspectif, presque méditatif, vous voyez? Comme une confidence qu'on ferait tard le soir loin du tumulte habituel des conseils financiers. L'objectif? Décortiquer ce récit. Essayer d'en tirer les leçons sur l'investissement à très long terme, la discipline, et comment une démarche très modeste, presque invisible, peut finalement mener à une forme de liberté. Bon, allons-y, plongeons là-dedans. Le texte démarre fort, avec une phrase qui interpelle. Personne ne vous l'a dit. Il commence avec une seule action, et le courage de l'oublier pendant 10 ans. Ça bouscule direct l'idée qu'on se fait du succès financier, hein, le côté rapide, visible. Et le récit nous présente un personnage très normal, en fait. Une enseignante à Lyon, la trentaine, revenu modeste, et surtout, aucune expérience en bourse. On est loin du trader survolté. C'est très ancré dans le réel. Sa motivation au départ, c'est pas le gros gain, non, elle est juste intriguée par une idée entendue comme ça. L'idée qu'il y aurait des actions qui versent de l'argent chaque année, même pendant que vous dormez. Le texte parle d'une recherche d'issue silencieuse, pas la richesse, mais une alternative discrète. Et là vient le premier pas, souvent le plus difficile. Sa décision, investir très peu, 25 € par mois. Le texte décrit bien son état d'esprit. L'hésitation, la peur de perdre cet argent durement gagné, normal. Elle met en place un virement automatique, geste simple mais essentiel. Et puis vient la clé, selon le texte, et puis elle l'oublie. Hmm. Cette première étape est vraiment fondamentale. Et le texte le montre très bien. Commencer petit, avec ses 25 euros, c'est une façon très habile de déjouer deux gros freins psychologiques. D'abord, l'inertie, vous savez, cette tendance à repousser, à ne pas agir. Et puis la peur de l'inconnu, la peur de se tromper. Le montant est assez faible pour que la peur de perdre ne paralyse pas. Ensuite, l'automatisation. Ça, c'est crucial. Le virement automatique. Ce mécanisme simple élimine le besoin de décider chaque mois. Est-ce que j'investis ce mois-ci? Est-ce le bon moment? Ça coupe court à toutes ces émotions, ces doutes qui nous assaillent. C'est la base d'une discipline passive, mais très efficace. Donc l'automatisation, c'est pas juste pratique, c'est carrément une stratégie comportementale dès le début. Exactement. C'est une manière de se protéger de soi-même, de ses propres réactions. Et ça nous amène à l'idée centrale du texte, mise en lumière par cette phrase: elle ne le savait pas encore, mais son allié le plus puissant n'était pas le marché, c'était le temps. Et il avait déjà commencé à travailler. C'est une redéfinition de la stratégie. La patience, là, c'est pas juste une qualité, ça devient l'outil principal, le moteur. Le simple fait d'avoir commencé, même modestement, à lancer la machine. Le temps joue pour elle maintenant. C'est une perspective, oui, fascinante. Mais le récit montre bien que ce n'est pas si simple. Le temps apporte aussi ses épreuves. Le texte raconte le passage obligé. Une crise boursière. Inévitable sur les marchés, ces secousses. La valeur de ces actions chute, 30%. C'est le moment typique où la panique prend le dessus, où beaucoup vendent à perte. Notre enseignante, elle doute bien sûr. Elle a failli tout lâcher. Mais, et c'est là, comme le dit le texte, que ça devient intéressant. Elle ne vend pas. Pourquoi? Principalement parce qu'elle ne surveillait pas activement son portefeuille tous les jours. Elle n'était pas là, les yeux rivés sur les courbes rouges. Son oubli, cette distance mise en place, l'a protégée sans le vouloir de la réaction de panique. Ah oui, là on touche à quelque chose de contre-intuitif mais essentiel, l'avantage paradoxal du détachement. En période de forte volatilité, l'investisseur qui est surinformé, hyper connecté, devient souvent son pire ennemi. Il réagit au bruit du marché, aux fluctuations quotidiennes qui, vues sur le long terme, sont souvent insignifiantes. Pour l'enseignante, ne pas regarder tout le temps, ce n'est pas de la négligence, ça devient une forme de discipline. Peut-être involontaire au début, mais très efficace. Cet oubli la protège contre les décisions irrationnelles dictées par la peur. C'est une tactique puissante contre nos biais cognitifs. Donc, oublier, c'est presque actif. Une forme de résistance face à l'urgence permanente. On peut le voir comme ça, oui. Une résistance face à cette tyrannie de l'immédiat, à l'illusion qu'on contrôle tout en surveillant tout. Et pendant ce temps, autre chose se met en place, plus discrètement. Le texte le décrit bien.
Les premiers dividendes arrivent. Oui, et le texte souligne bien qu'au début, c'est très modeste, presque symbolique. 1 € par-ci, 2 € par-là. Des sommes qui pourraient sembler ridicules, même décourageantes si on cherche du rapide. Mais comme elle avait tout automatisé, eh bien elle a aussi mis en place le réinvestissement automatique de ses dividendes. Encore une fois, sans y penser activement. Ça se passe en coulisses, silencieusement. Ce qui est très bien illustré ici, c'est l'effet boule de neige, les fameux intérêts composés, mais sans le jargon compliqué. Le texte utilise une métaphore très parlante. Chaque dividende achetait plus d'actions. Chaque nouvelle action générait plus de dividendes. Et ainsi, en silence, l'argent a commencé à se reproduire comme des racines sous la terre. Cette image des racines, je la trouve très juste. Ça évoque une croissance organique, lente, invisible au début, mais qui se renforce sans cesse avec le temps. Les premiers euros de dividendes semblent faibles, mais en achetant de nouvelles parts, même minuscules, ils augmentent la base qui produira les futurs dividendes. C'est le cœur de la création de patrimoine à long terme. Et ça demande une patience, une vision à long terme qui est souvent difficile dans notre culture de l'instantané. On veut les fruits tout de suite, mais les racines, elles, travaillent dans l'ombre. C'est vrai que cette patience est un défi. Pour rendre ça concret, le texte donne un chiffre réaliste, pas du tout spectaculaire. Après 8 ans, avec ses 25 € par mois, elle a mis de sa poche un peu plus de 3 000 €. Mais le point clé, c'est que pendant ce temps, le marché, via les dividendes réinvestis et la croissance potentielle, lui a rapporté près de 120 €, passivement, sans rien faire de plus que maintenir son virement initial. Bon, 120 euros sur 8 ans, évidemment, ça ne change pas une vie du jour au lendemain. Et c'est justement là que le récit pose une question essentielle, introspective. La liberté, est-ce d'avoir beaucoup ou simplement assez pour dire non? Ce petit montant, même modeste, il en représente quelque chose de nouveau. Un revenu qui ne vient pas du travail direct. Une petite fissure dans la dépendance au salaire. Cette idée de dire non, elle ouvre des portes. C'est peut-être refuser des heures sup qu'on ne veut pas faire, ou envisager un projet à soi, plus tard. Tout à fait. Ça nous invite à nous interroger sur ce que signifie l'indépendance financière pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est forcément atteindre un chiffre énorme pour tout plaquer? Ou est-ce que c'est plutôt voir émerger petit à petit une marge de manœuvre, une capacité même minime au début, à faire des choix plus alignés avec ce qu'on veut vraiment? La liberté devient alors très personnelle. Moins une question de quantité que de capacité d'agir ou de refuser. Le texte suggère que ce chemin lent construit peut être une liberté plus solide, moins fragile. C'est une réflexion intéressante, oui. Le récit nous projette ensuite dans le présent de cette enseignante. Elle a 45 ans maintenant, et le texte insiste, pas de miracle, pas de coup de chance façon loto, pas d'opération boursière risquée, elle n'est pas devenue riche. Par contre, quelque chose a changé, concrètement. Chaque mois, elle reçoit maintenant environ 12 € de dividendes. 12 €, ça peut encore sembler peu. Mais le point crucial souligné dans le texte est double. D'abord, cet argent arrive passivement, sans qu'elle ne le demande. Ensuite, et c'est le plus important, ce flux a tendance à augmenter chaque année. C'est l'effet combiné du réinvestissement et de la croissance possible des dividendes des entreprises. Le texte donne même une projection. Si elle continue comme ça, à 60 ans, ça pourrait être 60 € par mois, puis 100, peut-être plus. C'est la dynamique qui compte, plus que le montant actuel. Assez particulière, je trouve. Inattendue. Il ne s'agit pas de présenter l'IA comme un devin qui trouverait l'action miracle de demain, non. Son rôle, tel qu'il est décrit dans certaines applis d'investissement modernes, est plus subtil. L'IA serait là pour rappeler ce qui a toujours fonctionné. Versement mensuel, entreprise stable, patience. Oui, si on prend un peu de hauteur, cette analyse du rôle de l'IA est très pertinente. Le texte évite le piège de la boule de cristal technologique, au contraire, il la positionne plutôt comme un garde-fou comportemental. Il y a une phrase qui résume bien. L'IA ne remplace pas l'investisseur, elle le protège de lui-même. Son utilité première serait donc de renforcer la discipline, d'automatiser les bonnes pratiques, l'investissement régulier, le réinvestissement, et surtout de nous aider à contrer nos propres impulsions. La panique quand ça baisse, l'euphorie et l'avidité quand ça monte trop vite. Donc l'IA, ce serait moins une question de prédiction que d'aide à la constance, à la rationalité. Un genre de coach digital pour garder le cap. C'est exactement ça. Selon le texte, elle aide à tenir la stratégie long terme face aux tentations du court terme ou aux réactions émotives. Elle pourrait par exemple envoyer un rappel au bon moment lors d'une grosse baisse pour éviter la vente panique ou calmer le jeu en cas de bulle. C'est une vision de l'IA au service de la solidité comportementale de l'investisseur, plutôt qu'au service d'une performance basée sur des prédictions toujours incertaines.
C'est assez différent du discours habituel sur l'IA et la finance, c'est vrai. Et ça mène logiquement à la réflexion finale du texte, que je trouve très forte. L'IA ne vous dira pas quelle action explosera demain, mais elle peut vous rappeler une vérité ancienne. Vous n'avez pas besoin de gagner le jeu. Il vous suffit d'y jouer assez longtemps, jusqu'à ce que l'argent commence à chuchoter en retour. C'est une philosophie très puissante qui se dégage là. Ça met l'accent sur la valeur de la participation continue, de la présence sur le long terme. Jouer assez longtemps, c'est l'opposé de chercher le coup parfait ou le timing idéal pour entrer et sortir, ce qui est notoirement difficile, voire impossible à faire de manière répétée. Investir, dans cette perspective, ça devient moins un jeu de devinettes qu'un processus lent, continu, presque organique, comme les racines dont on parlait. C'est l'endurance, la persévérance qui compte, pas le sprint ou la performance spectaculaire mais éphémère. L'histoire de l'enseignante montre qu'il suffit d'être constant. Alors, si on essaye de résumer le message essentiel, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Le récit thèse nous montre une liberté financière qui n'est pas une destination qu'on atteint d'un coup par un raccourci miracle. C'est plutôt un marathon silencieux, presque invisible vu de l'extérieur, qui repose sur des bases simples, mais solides. La patience, laisser le temps faire son œuvre, la régularité des petits efforts constants, c'est 25 € par mois, et puis cette magie discrète de la capitalisation, où le temps et les intérêts composés font le gros du travail en arrière-plan. Oui, et ce qui est frappant, c'est à quel point c'est contre-intuitif aujourd'hui. Dans notre époque obsédée par l'immédiat, le visible, la performance à court terme, l'insistance du texte sur l'idée d'oublier son portefeuille, ou du moins de ne pas le scruter sans arrêt, sur la valeur de la constance anonyme, plutôt que l'exploit ponctuel, sur un certain détachement face aux fluctuations, tout ça, ça va à l'encontre de la culture dominante du trading frénétique, de la recherche du market timing parfait. Le texte réhabilite une voie plus lente, plus discrète, presque souterraine, mais sans doute plus sûre et plus sereine. Cette idée de valoriser le temps long, le détachement, ça dépasse presque la finance, non? C'est une philosophie de vie. Absolument. Et ça soulève une question importante, je trouve. Une question qui va au-delà de l'argent. Cette approche lente, régulière, où l'on sème quelque chose, on crée les bonnes conditions, et puis on laisse le temps agir, en oubliant presque pour ne pas tout gâcher par notre impatience. Dans quels autres domaines de nos vies est-ce que ça pourrait être bénéfique? On pourrait penser à l'apprentissage d'une compétence complexe, une langue, un instrument, ou la construction de relations solides, authentiques, loin des interactions rapides et superficielles. Peut-être même la maturation d'un projet créatif important. Exactement. Ce sont des domaines où la précipitation, l'exigence de résultats immédiats, le besoin de tout contrôler tout le temps peuvent être contre-productifs. Le récit TES, à travers cette histoire d'investissement, nous invite peut-être à redécouvrir la valeur de cette croissance organique, de ce temps long qui travaille pour nous, à contre-courant de l'urgence et de la gratification instantanée qu'on recherche si souvent. C'est une piste de réflexion intéressante, je crois. Une invitation à considérer la puissance cachée dans la patience et la constance silencieuse. Une idée à laisser mûrir. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une approche différente de la liberté financière. On laisse de côté les gains rapides, les stratégies compliquées. On va plutôt regarder du côté de la patience, de la constance et de cette force un peu silencieuse du temps qui passe. C'est une perspective presque intime. On se base sur un texte assez unique, intitulé « Thèse ». Le style est très particulier, calme, introspectif, presque méditatif, vous voyez ? Comme une confidence qu'on ferait tard le soir loin du tumulte habituel des conseils financiers. L'objectif ? Décortiquer ce récit, essayer d'en tirer les leçons sur l'investissement à très long terme, la discipline, et comment une démarche très modeste, presque invisible, peut finalement mener à une forme de liberté. Bon, allons-y, plongeons là-dedans. Le texte démarre fort, avec une phrase qui interpelle. Personne ne vous l'a dit. Il commence avec une seule action, et le courage de l'oublier pendant 10 ans. Ça bouscule direct l'idée qu'on se fait du succès financier, le côté rapide, visible. Et le récit nous présente un personnage très normal, en fait. Une enseignante à Lyon, la trentaine, revenu modeste, et surtout, aucune expérience en bourse. On est loin du trader survolté. C'est très ancré dans le réel. Sa motivation au départ, c'est pas le gros gain, non. Elle est juste intriguée par une idée entendue comme ça. L'idée qu'il y aurait des actions qui versent de l'argent chaque année, même pendant que vous dormez.
Le texte parle d'une recherche d'issue silencieuse, pas la richesse, mais une alternative discrète. Et là vient le premier pas, souvent le plus difficile. Sa décision, investir très peu, 25 € par mois. Le texte décrit bien son état d'esprit. L'hésitation, la peur de perdre cet argent durement gagné, normal. Elle met en place un virement automatique, geste simple mais essentiel. Et puis vient la clé, selon le texte, et puis elle l'oublie. Cette première étape est vraiment fondamentale. Et le texte le montre très bien. Commencer petit, avec ses 25 €, c'est une façon très habile de déjouer deux gros freins psychologiques. D'abord, l'inertie, vous savez, cette tendance à repousser, à ne pas agir. Et puis la peur de l'inconnu, la peur de se tromper. Le montant est assez faible pour que la peur de perdre ne paralyse pas. Ensuite, l'automatisation. Ça, c'est crucial. Le virement automatique. Ce mécanisme simple élimine le besoin de décider chaque mois. Est-ce que j'investis ce mois-ci? Est-ce le bon moment? Ça coupe court à toutes ces émotions, ces doutes qui nous assaillent. C'est la base d'une discipline passive, mais très efficace. Donc l'automatisation, c'est pas juste pratique, c'est carrément une stratégie comportementale dès le début. Exactement. C'est une manière de se protéger de soi-même, de ses propres réactions. Et ça nous amène à l'idée centrale du texte, mise en lumière par cette phrase « Elle ne le savait pas encore, mais son allié le plus puissant n'était pas le marché, c'était le temps. » Et il avait déjà commencé à travailler. C'est une redéfinition de la stratégie. La patience, là, c'est pas juste une qualité, ça devient l'outil principal, le moteur. Le simple fait d'avoir commencé, même modestement, à lancer la machine. Le temps joue pour elle maintenant. C'est une perspective, oui, fascinante. Mais le récit montre bien que ce n'est pas si simple. Le temps apporte aussi ses épreuves. Le texte raconte le passage obligé. Une crise boursière. Inévitable sur les marchés, ces secousses. La valeur de ces actions chute, 30%. C'est le moment typique où la panique prend le dessus, où beaucoup vendent à perte. Notre enseignante, elle doute bien sûr. Elle a failli tout lâcher. Mais, et c'est là, comme le dit le texte, que ça devient intéressant. Elle ne vend pas. Pourquoi? Principalement parce qu'elle ne surveillait pas activement son portefeuille tous les jours. Elle n'était pas là, les yeux rivés sur les courbes rouges. Son oubli, cette distance mise en place, l'a protégée sans le vouloir de la réaction de panique. Ah oui, là on touche à quelque chose de contre-intuitif mais essentiel, l'avantage paradoxal du détachement. En période de forte volatilité, l'investisseur qui est surinformé, hyper connecté, devient souvent son pire ennemi. Il réagit au bruit du marché, aux fluctuations quotidiennes qui, vues sur le long terme, sont souvent insignifiantes. Pour l'enseignante, ne pas regarder tout le temps, ce n'est pas de la négligence, ça devient une forme de discipline. Peut-être involontaire au début, mais très efficace. Cet oubli la protège contre les décisions irrationnelles dictées par la peur. C'est une tactique puissante contre nos biais cognitifs. Donc, oublier, c'est presque actif. Une forme de résistance face à l'urgence permanente. On peut le voir comme ça, oui. Une résistance face à cette tyrannie de l'immédiat, à l'illusion qu'on contrôle tout en surveillant tout. Et pendant ce temps, autre chose se met en place, plus discrètement. Le texte le décrit bien. Les premiers dividendes arrivent. Oui, et le texte souligne bien qu'au début, c'est très modeste, presque symbolique. 1 € par-ci, 2 € par-là. Des sommes qui pourraient sembler ridicules, même décourageantes si on cherche du rapide. Mais comme elle avait tout automatisé, eh bien elle a aussi mis en place le réinvestissement automatique de ses dividendes. Encore une fois, sans y penser activement. Ça se passe en coulisses, silencieusement. Ce qui est très bien illustré ici, c'est l'effet boule de neige, les fameux intérêts composés, mais sans le jargon compliqué. Le texte utilise une métaphore très parlante. Chaque dividende achetait plus d'actions. Chaque nouvelle action générait plus de dividendes. Et ainsi, en silence, l'argent a commencé à se reproduire comme des racines sous la terre. Cette image des racines, je la trouve très juste. Ça évoque une croissance organique, lente, invisible au début, mais qui se renforce sans cesse avec le temps. Les premiers euros de dividendes semblent faibles, mais en achetant de nouvelles parts, même minuscules, ils augmentent la base qui produira les futurs dividendes. C'est le cœur de la création de patrimoine à long terme. Et ça demande une patience, une vision à long terme qui est souvent difficile dans notre culture de l'instantané. On veut les fruits tout de suite, mais les racines, elles, travaillent dans l'ombre. C'est vrai que cette patience est un défi. Pour rendre ça concret, le texte donne un chiffre réaliste, pas du tout spectaculaire. Après 8 ans, avec ses 25 € par mois, elle a mis de sa poche un peu plus de 3 000 €. Mais le point clé, c'est que pendant ce temps,
Le marché, via les dividendes réinvestis et la croissance potentielle, lui a rapporté près de 120 €, passivement, sans rien faire de plus que maintenir son virement initial. Bon, 120 € sur 8 ans, évidemment, ça ne change pas une vie du jour au lendemain. Et c'est justement là que le récit pose une question essentielle, introspective. La liberté, est-ce d'avoir beaucoup ou simplement assez pour dire non? Ce petit montant, même modeste, il en représente quelque chose de nouveau. Un revenu qui ne vient pas du travail direct. Une petite fissure dans la dépendance au salaire. Cette idée de dire non, elle ouvre des portes. C'est peut-être refuser des heures sup qu'on ne veut pas faire, ou envisager un projet à soi, plus tard. Tout à fait. Ça nous invite à nous interroger sur ce que signifie l'indépendance financière pour chacun d'entre nous. Est-ce que c'est forcément atteindre un chiffre énorme pour tout plaquer? Ou est-ce que c'est plutôt voir émerger petit à petit une marge de manœuvre, une capacité même minime au début, à faire des choix plus alignés avec ce qu'on veut vraiment? La liberté devient alors très personnelle. Moins une question de quantité que de capacité d'agir ou de refuser. Le texte suggère que ce chemin lent construit peut être une liberté plus solide, moins fragile. C'est une réflexion intéressante, oui. Le récit nous projette ensuite dans le présent de cette enseignante. Elle a 45 ans maintenant, et le texte insiste, pas de miracle, pas de coup de chance façon loto, pas d'opération boursière risquée, elle n'est pas devenue riche. Par contre, quelque chose a changé, concrètement. Chaque mois, elle reçoit maintenant environ 12 € de dividendes. 12 €, ça peut encore sembler peu. Mais le point crucial souligné dans le texte est double. D'abord, cet argent arrive passivement, sans qu'elle ne le demande. Ensuite, et c'est le plus important, ce flux a tendance à augmenter chaque année. C'est l'effet combiné du réinvestissement et de la croissance possible des dividendes des entreprises. Le texte donne même une projection. Si elle continue comme ça, à 60 ans, ça pourrait être 60 € par mois, puis 100, peut-être plus. C'est la dynamique qui compte, plus que le montant actuel. C'est particulière, je trouve. Inattendu. Il ne s'agit pas de présenter l'IA comme un devin qui trouverait l'action miracle de demain, non. Son rôle, tel qu'il est décrit dans certaines applis d'investissement modernes, est plus subtil. L'IA serait là pour rappeler ce qui a toujours fonctionné. Versement mensuel, entreprise stable, patience. Oui, si on prend un peu de hauteur, cette analyse du rôle de l'IA est très pertinente. Le texte évite le piège de la boule de cristal technologique, au contraire, il la positionne plutôt comme un garde-fou comportemental. Il y a une phrase qui résume bien. L'IA ne remplace pas l'investisseur, elle le protège de lui-même. Son utilité première serait donc de renforcer la discipline, d'automatiser les bonnes pratiques, l'investissement régulier, le réinvestissement, et surtout de nous aider à contrer nos propres impulsions. La panique quand ça baisse, l'euphorie et l'avidité quand ça monte trop vite. Donc l'IA, ce serait moins une question de prédiction que d'aide à la constance, à la rationalité. Un genre de coach digital pour garder le cap. C'est exactement ça. Selon le texte, elle aide à tenir la stratégie long terme face aux tentations du court terme ou aux réactions émotives. Elle pourrait par exemple envoyer un rappel au bon moment lors d'une grosse baisse pour éviter la vente panique ou calmer le jeu en cas de bulle. C'est une vision de l'IA au service de la solidité comportementale de l'investisseur, plutôt qu'au service d'une performance basée sur des prédictions toujours incertaines. C'est assez différent du discours habituel sur l'IA et la finance, c'est vrai. Et ça mène logiquement à la réflexion finale du texte, que je trouve très forte. L'IA ne vous dira pas quelle action explosera demain, mais elle peut vous rappeler une vérité ancienne. Vous n'avez pas besoin de gagner le jeu. Il vous suffit d'y jouer assez longtemps, jusqu'à ce que l'argent commence à chuchoter en retour. C'est une philosophie très puissante qui se dégage là. Ça met l'accent sur la valeur de la participation continue, de la présence sur le long terme. Jouer assez longtemps, c'est l'opposé de chercher le coup parfait ou le timing idéal pour entrer et sortir, ce qui est notoirement difficile, voire impossible à faire de manière répétée. Investir, dans cette perspective, ça devient moins un jeu de devinettes qu'un processus lent, continu, presque organique, comme les racines dont on parlait. C'est l'endurance, la persévérance qui compte, pas le sprint ou la performance spectaculaire mais éphémère. L'histoire de l'enseignante montre qu'il suffit d'être constant. Alors, si on essaye de résumer le message essentiel, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Le récit thèse nous montre une liberté financière qui n'est pas une destination qu'on atteint d'un coup par un raccourci miracle. C'est plutôt un marathon silencieux, presque invisible vu de l'extérieur, qui repose sur des bases simples, mais solides. La patience, laisser le temps faire son œuvre, la régularité des petits efforts constants, c'est 25 € par mois, et puis cette magie discrète de la capitalisation, où le temps et les intérêts composés font le gros du travail en arrière-plan.
Oui, et ce qui est frappant, c'est à quel point c'est contre-intuitif aujourd'hui. Dans notre époque obsédée par l'immédiat, le visible, la performance à court terme, l'insistance du texte sur l'idée d'oublier son portefeuille, ou du moins de ne pas le scruter sans arrêt, sur la valeur de la constance anonyme, plutôt que l'exploit ponctuel, sur un certain détachement face aux fluctuations, tout ça, ça va à l'encontre de la culture dominante du trading frénétique, de la recherche du market timing parfait. Le texte réhabilite une voie plus lente, plus discrète, presque souterraine, mais sans doute plus sûre et plus sereine. Cette idée de valoriser le temps long, le détachement, ça dépasse presque la finance, non? C'est une philosophie de vie. Absolument. Et ça soulève une question importante, je trouve. Une question qui va au-delà de l'argent. Cette approche lente, régulière, où l'on sème quelque chose, on crée les bonnes conditions, et puis on laisse le temps agir, en oubliant presque pour ne pas tout gâcher par notre impatience. Dans quels autres domaines de nos vies est-ce que ça pourrait être bénéfique? On pourrait penser à l'apprentissage d'une compétence complexe, une langue, un instrument, ou la construction de relations solides, authentiques, loin des interactions rapides et superficielles. Peut-être même la maturation d'un projet créatif important. Exactement. Ce sont des domaines où la précipitation, l'exigence de résultats immédiats, le besoin de tout contrôler tout le temps peuvent être contre-productifs. Le récit Tess, à travers cette histoire d'investissement, nous invite peut-être à redécouvrir la valeur de cette croissance organique, de ce temps long qui travaille pour nous, à contre-courant de l'urgence et de la gratification instantanée qu'on recherche si souvent. C'est une piste de réflexion intéressante, je crois. Une invitation à considérer la puissance cachée dans la patience et la constance silencieuse. Une idée à laisser mûrir.